Bienvenue sur Hurrats, l'émission féministe hebdomadaire de M24. Une émission où l'on parle de la condition des femmes au Maroc, d'égalité, d'émancipation et de liberté. Cette émission s'intéresse aussi au parcours exceptionnel de femmes, à leurs performances dans différents domaines. L'épisode de ce soir sera consacré à la problématique de l'eau. L'eau est source et ressource. Elle est source de vie, source de développement économique, social, culturel, spirituel. Toute vie dépend étroitement de l'eau. Mais cette ressource essentielle se raréfie de plus en plus. Le réchauffement climatique aggrave la situation de stress hydrique des régions déjà touchées et générera un stress hydrique dans les régions où les ressources en eau sont pour l'instant abondantes. Comment lutter contre la pénurie d'eau? Comment garantir l'accès à l'eau à toutes et à tous? Car dans ce domaine aussi, des inégalités subsistent. Je reçois pour en parler, entre autres sujets, Houria Tazi Sadek, professeure, avocate et experte juridique dans les questions d'environnement et de développement durable. Houria Tazi, bonsoir et merci d'avoir accepté l'invitation de Hurrats. Merci à Hurrats de m'inviter. Mais avant de commencer, je voudrais quand même signaler quelque chose. C'est que je suis ravie d'être en face de toi à nouveau. Parce que pour moi, tu es tellement légitime pour parler de la question des femmes. Et tu as énormément fait à travers les différentes revues que tu as dirigées. Et ça, il faut que les auditeurs et les auditrices le sachent. Merci beaucoup pour cette reconnaissance, Houria Tazi. Donc là, c'est de toi qu'il s'agit, c'est de vous. Donc voilà. Ça s'appelle la sororité. Exactement. Alors, votre CV est très impressionnant. Vous avez aujourd'hui plus de 36 ans d'expérience dans le domaine juridique et institutionnel, principalement dans le domaine de l'environnement et la thématique de l'eau en particulier. Vous êtes autrice d'un ouvrage que je montre, du droit de l'eau au droit de l'eau au Maroc et ailleurs. Vous avez publié d'autres publications, notamment La crise de l'eau, changement climatique et migration avec Mohamed Ali Mkwar et vous-même, donc je montre. Et puis le livre bleu en octobre 2020. Donc ça, c'est avec la Coalition marocaine pour l'eau. Livre bleu, risques naturels et durabilité de l'eau. Voilà. Donc pourquoi le choix de cette spécialité, Houria, alors qu'à l'époque, on n'en parlait même pas? C'était presque un non-sujet, l'eau, à cette époque-là. Absolument. D'ailleurs, mes amis qui étaient actifs dans le milieu associatif ou même dans les droits de l'homme ou même au niveau de l'université m'ont toujours posé cette question et je n'ai jamais su quoi leur répondre. J'ai été intéressée particulièrement d'abord par la question de l'environnement. Lorsque je préparais ma thèse de 3e cycle, j'ai travaillé sur les actes unilatéraux en droit international, mais que j'ai illustré avec le droit de la mer, qui était en ce moment-là en construction. Et j'ai découvert la question de l'environnement, qui était récente, parce que oui, la première... dans les pays développés. La première... Oui, dans le monde entier. Enfin, récente dans le sens où il y avait un intérêt de la communauté internationale. Bon, évidemment, il y a toujours eu des personnes ou des organismes intéressés de manière particulière. La première conférence internationale date de 1979 uniquement. D'accord. Et en travaillant sur cette question, on avait monté avec des amis, dont Mohamed Ali Mkwar, une association qui s'appelait la Société marocaine pour le droit de l'environnement, qui réunissait des juristes, et on était en réseau avec les juristes au niveau international. Et là, j'ai découvert la thématique de l'eau, mais franchement, je ne savais pas que ça allait me mener à autant de problématiques, à autant de facettes par rapport à cette question. Alors, c'est quoi justement cette facette? La question de l'eau, en fait, moi, je voudrais la mettre en lien avec votre émission. D'abord, tout de suite, j'ai compris que dans la région arabe, c'est-à-dire MENA, ce qu'on appelle aujourd'hui MENA, qui n'existait pas encore. L'appellation MENA n'existait pas, on parlait du Maghreb et du Mashrek. On savait qu'il y avait des problèmes de l'eau. Donc les questions du stress et de la rareté de l'eau ne sont pas des questions récentes. Oui. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde est inquiet pour le stress, mais le Maroc est un pays de rareté.
Depuis toujours? Depuis toujours. Parce que d'abord, toute notre eau vient du ciel, c'est de la pluie. Nous n'avons pas de fleuve international comme certains pays. Et puis ensuite, nous savons que nous avons les 2/3 de la ressource dans 3 bassins hydrographiques. Et nous savons que dans le sud, il pleut rarement, parfois pas du tout, et que donc cette inégalité géographique par rapport à la ressource pose des problématiques particulières dans le pays. Donc déjà, nous sommes un pays aride et semi-aride, défini comme ça géographiquement. Il faut l'accepter, voilà. Il faut gérer. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, cette situation est exacerbée parce qu'il y a un changement climatique qui est avéré, que plus personne, sauf pour des raisons idéologiques, plus personne ne conteste. Et nous savons que l'un des impacts du dérèglement climatique, c'est son action sur l'eau, qui est la première victime du changement climatique. Alors, ça va se passer comment? On parle de sécheresse, on y est. On parle d'inondation, on y est. Mais le problème aussi, c'est que nous ne savons ni quand, ni comment. Donc, c'est un sujet très complexe. C'est un sujet complexe, mais pourquoi c'est en lien avec notre émission, votre émission d'aujourd'hui? C'est parce que d'abord, quand j'ai adhéré à ce milieu, je n'étais pas la bienvenue. J'étais une femme et je n'étais pas ingénieure. C'était un milieu d'hommes et d'ingénieurs au niveau marocain et au niveau international. Pourquoi? Parce qu'à l'origine, et à ce moment-là, nous n'avions pas encore ces femmes qui ont décidé de faire des études d'ingénieur. C'est récent au Maroc. Les femmes allaient dans d'autres types de formation et de filières. Donc là, ça, c'est intéressant aussi à relever. Donc ce n'est pas de la discrimination, mais si vous voulez, c'est de l'impact à partir de la société, et les femmes allaient davantage vers des métiers d'enseignante. Plus classiques, en fait. Bon, on les connaît, enfin, les métiers vers lesquels elles allaient. Donc voilà un petit peu le lien avec ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Alors, la question de l'eau a été abordée de manière technique, mais aujourd'hui, tout le monde comprend que c'est une question qui est beaucoup plus complexe, parce que d'abord, elle a un lien avec la culture, elle a un lien avec le social, elle a un lien avec l'économie, le développement. Et les femmes aussi. Évidemment, j'y arrive. Et elle a un lien avec la durabilité de l'écosystème. Et quand on regarde là aussi, et ça m'amène à vous parler de la manière dont, personnellement, j'aime aborder la question des femmes. Lorsqu'on analyse un peu ce secteur, il y a deux parties importantes à relever. D'abord, lorsque l'eau n'est pas là ou lorsque l'eau est polluée, elle a un impact sur les femmes, surtout, et les enfants. Par exemple, en période d'accouchement, si l'eau est polluée, il y a des infections. Et le nombre de morts qui existent à cause de la population, on y compte beaucoup plus de femmes et d'enfants en bas âge que d'hommes. Donc ça, c'est un impact. L'autre impact, c'est que lorsque l'eau n'est pas là à travers le robinet, c'est les femmes qui vont la chercher et les petites filles. Donc il y a un impact sur le temps des femmes, sur la possibilité qu'elles auraient eu à avoir des métiers à revenus, et puis aussi sur leur santé, mais aussi ça a un impact sur la scolarisation des petites filles qui, pour une raison tout à fait banale, ne vont plus à l'école lorsqu'il n'y a pas de toilette. Oui. Elles n'osent pas le faire comme le font les garçons et elles abandonnent. Et on a eu, l'UNICEF a beaucoup travaillé sur cette question. Mais d'un autre côté, au niveau du processus décisionnel et des postes importants sur l'eau, bien, ce sont les hommes. Et donc voilà. Et donc moi, j'ai longtemps été, bon maintenant ça change, mais moi j'ai longtemps été dans une solitude incroyable, mais je me disais, mais il faut que les femmes envahissent les métiers d'hommes. Oui, c'est comme ça que j'ai commencé à réfléchir sur la question des femmes à partir de la question de l'eau. Oui, enfin tout mène à tout. Mais vous êtes aussi une femme politique, vous l'avez été à Mama Houria, non? Vous avez eu un passé, on va dire. Oui, un passé. Et est-ce que vous avez Vous savez, j'avais un professeur en sciences politiques qui nous disait, lorsque vous choisissez une baguette ou un pain rond,
vous faites de la politique. Donc, qui ne fait pas de politique? C'est pas mal, c'est joli. Donc, un poste politique dans ce domaine, est-ce que ça vous plairait? Je n'ai plus l'âge. Oh, alors ça il ne faut pas le dire. Hein. Quand on est avec les femmes, il ne faut pas parler d'âge. Il n'y a pas de raison. Vous avez des hommes qui sont là jusqu'à 80 ou 90 ans. Alors, je reviens aussi à une des facettes de vos nombreuses responsabilités. Vous êtes aussi présidente de la Commission régionale des droits de l'homme de Rabat Salé Kénitra. Quel est votre rôle au sein de cette institution? Quelles sont ses actions, ses missions? Vous travaillez aussi beaucoup sur l'autonomisation des femmes. Oui, alors le CNDH est organisé par une loi qui fixe le mandat du CNDH et qui se résume rapidement en la promotion, la protection et l'effectivité, le suivi des politiques publiques. L'aspect femme, pourquoi cet intérêt pour l'autonomie? Alors ça, c'est une proposition que j'avais faite au début. Alors, personnellement, je pense que le code de la famille est très important, forcément. Mais depuis que j'avais fait partie de la commission préparatoire de l'OMDH, et déjà à l'époque, c'était la fin des années 80, début 90, j'avais déjà proposé cette démarche. C'est mon approche que je défends depuis toujours. C'est que, bon, on est femme, épouse, on est maman, on est tout ce que le code de la famille représente. On reviendra sur l'aspect du code. Mais nous sommes aussi des femmes actives. Nous participons au développement. Nous sommes des femmes chômeurs, nous sommes des femmes entrepreneurs, nous sommes des femmes, maintenant aujourd'hui il y a des femmes ministres, absolument, etc. Nous sommes des femmes cadres, nous sommes des femmes employées. Parlementaires. Nous restons des femmes au foyer, j'espère que ça se fera de plus en plus par choix. Et donc pour moi, l'approche à partir du prisme du Code de la famille, je la trouve réductrice. Je la trouve réductrice. Et donc, mon souhait, c'est qu'on commence à envisager, et ça commence, ça se fait de plus en plus. Et là, il faut saluer la société civile et toutes ces femmes qui, depuis très longtemps, militent pour la cause des femmes. Écoutez, je trouve que nous avons besoin qu'à chaque secteur, à chaque étape, à chaque séquence des institutions, etc., que la question des femmes soit questionnée. En fait, elle doit être transversale. Elle ne doit pas, elle est transversale. Sauf si on ne veut pas le voir. Et donc, voilà, par exemple, vous m'avez posé la question par rapport à l'eau. Donc, vous voyez, il y a plusieurs aspects. Il faut aller les questionner, regarder comment les faire améliorer. Et aujourd'hui, de plus en plus, les femmes, vous avez tous les chiffres des femmes célibataires qui dirigent une famille. Comment voulez-vous qu'elles la dirigent dans le cadre de ces dispositifs qui sont discriminatoires? Je vais vous donner un petit exemple. Lorsqu'on parle de code de la famille, on est toujours branché aussi sur tout ce qui est normatif contenu dans le Code de la famille. Alors, évidemment, pour les faire modifier, c'est difficile, parce qu'il faut passer par le Parlement, parce que c'est une loi. Il faut passer par le Parlement. Donc là, c'est l'avocate qui parle. Voilà. Mais il y a une série de mesures qui ne relèvent pas de la loi et qui pourraient faciliter la vie des femmes, qui sont des questions purement administratives. Il suffirait que le ministre de tutelle de l'établissement ou du secteur appose sa signature. Alors, par exemple, c'est intéressant. Je vous donne un exemple, bien sûr. Même plusieurs. Oui, même plusieurs. Je vais vous donner. Pourquoi les femmes n'iraient pas déclarer la naissance de leur enfant? Ce n'est pas interdit. Ben, pas du tout. Ce n'est pas permis, mais ce n'est pas interdit. Pourquoi les femmes ne voyageraient pas avec leurs enfants? Où est-ce que c'est interdit? Quel est le texte qui est interdit? Le texte interdit effectivement l'établissement de la femme éloignée du père des enfants. Mais et encore, et si c'est elle s'il lui donne une pension de misère et qu'elle est obligée d'aller travailler ailleurs pour ses enfants, pourquoi pas? Par exemple, pourquoi les banques, quand en cas de divorce par exemple, quand il y a un compte au nom de l'enfant, pourquoi la mère n'a pas le droit de participer à la gestion? Et souvent, c'est elle qui l'alimente. Absolument. Pour les allocations familiales, pourquoi elles ne vont pas directement à la maman quand il y a séparation? Vous comprenez? Alors, ce sont des questions administratives
qui relève donc ce qu'on appelle dans le droit un règlement, et donc un arrêté d'un ministre ou une décision quelconque peut évidemment... Et alors pourquoi on ne le fait pas? Mais je ne sais pas. Est-ce que c'est un manque de courage? Est-ce que c'est un manque d'imagination? Voilà. Alors ça, c'est justement parce que la culture de la discrimination, je pense qu'elle est vraiment ancrée. Donc, et que le travail à faire, c'est celui-là. Je crois que... Pourquoi on tue des femmes dans le monde entier? Oui. Pourquoi? Pourquoi cette haine? On appelle ça un féminicide aujourd'hui. Oui, mais pourquoi cette haine qui va jusqu'au crime? Pourquoi? Voilà. Alors, voilà. Il faut poser la question. Écoutez, bon, je tuer une femme parce qu'elle est femme? Alors, personne n'est allé regarder. Il y a un ouvrage qui vient de paraître, mais qui n'est pas marocain. Et pourquoi on n'en parle pas? On a commencé à parler du viol. Pourquoi on viole les filles? Pourquoi on viole les petites filles? C'est quoi ça? Donc c'est cette culture de la discrimination et de l'exclusion, mais aussi parce qu'il y a discrimination. Donc c'est comme si on diminuait la valeur de la femme, et donc c'est un corps à utiliser. Mais c'est aussi le patriarcat qui a imposé ça, non? Entre autres. Moi, je n'ai pas cette compétence pour aller analyser les causes des comportements humains. Je ne l'ai pas. Moi, je suis juriste, je reste à ma place, mais je constate et ça m'inquiète. Alors, heureusement qu'aujourd'hui, les tabous sont levés et qu'on parle des faits. Mais les faits ne suffisent pas. Il faut analyser. Il faut agir aussi. Comment corriger? Moi, je pense que même analyser n'est pas suffisant. Il faut qu'on soit dans une démarche d'analyse-action. Comment agir pour... on sait très bien qu'on ne va pas mettre fin à toutes les discriminations, mais au moins qu'on puisse évoluer plus rapidement. Parce que la réalité et le contexte marocain font que les femmes jouent un rôle important, qu'on le veuille ou pas. Et je pense que... Pourquoi il faut mettre 4 pages dans le livret d'état civil? Pourquoi? Pour les coépouses? Je suis désolée. C'est une autorisation. D'office. C'est une suggestion. D'office, c'est gênant. Oui, absolument. Un peu humiliant, à la limite. Tout à fait. On peut très bien mettre une page, et puis, pour ces exceptions qui ont recours, on peut prévoir un livret différent. Mais voilà, des choses comme ça. Mais qui relèvent effectivement de la symbolique. Oui, et de la prise en compte de cette prise en considération. Oui, absolument. Il faut de la considération. Et il faut vraiment intégrer l'idée de la dignité des femmes dans ce que nous faisons et dans nos politiques publiques également. C'est pour ça que... Et je regrette beaucoup une chose. Vous vous souvenez, quand Mme Nzasrali était ministre, elle avait lancé cette idée de cellules genre dans les différents ministères. Malheureusement, après 2011 et l'arrivée du PJD au pouvoir, toute cette démarche a été mise de côté. Mais je crois qu'aujourd'hui, il faut y revenir. Il faut y revenir. C'est-à-dire introduire la notion de genre dans toutes les politiques publiques. Mais bien sûr. Donc, mais c'est un travail qui a été fait par le collectif Parité Maintenant, qui ont proposé justement le terme parité à tout point de vue. Mais vous êtes un peu contre ces histoires de parité et de quotas, non? C'est ce que j'ai lu il y a quelques années, ou bien vous avez changé un peu d'avis? Moi, j'aimerais que la société soit suffisamment mûre pour que les femmes puissent se présenter et réussir en tant que telles, et qu'on fasse ce qu'il faut pour qu'elles puissent se présenter et réussir. Pourquoi les femmes parfois, certaines femmes... Moi, je n'ai jamais voulu me présenter aux élections. Parce que pour se présenter aux élections, il faut assister à des réunions. Les réunions ont lieu parfois et pas forcément là où on a envie d'aller. Parce que qu'est-ce qu'on va vous donner comme localité à représenter? Donc d'emblée, on vous écarte du jeu? Écarter, non. Écarter, non. Mais les femmes ont besoin d'être, si vous voulez, acceptées d'abord, qu'on reconnaisse leurs compétences, et elles en ont, et de plus en plus, et qu'elles puissent décider si elles veulent être candidates, mais que le parti auquel elles appartiennent les aide à le faire, et à le faire de manière
plus respectueuses. Dignes, en respectant leur dignité. Oui. Pourquoi? Parce que le quota, il est là pour... Mais enfin, ce parti qui vote pour le quota, pourquoi il ne ferait pas un travail en interne pour encourager la participation C'est de l'effet cosmétique, tout ça, en fait. Voilà. Alors, pour revenir à votre troisième casquette, donc vous êtes avocate, vous êtes spécialisée dans les affaires matrimoniales. Spécialisée, j'en ai fait. Vous en avez fait, c'est comme ça que je vous ai connue. Ouais, j'en ai fait. D'ailleurs, je ne dirais pas le terme, on disait, Madame Houria Sazi, c'est l'avocate qu'il faut prendre. Non. Donc, oui, non, mais voilà. Alors, en tant qu'avocate, vous avez quand même, vous savez que donc, le code de la famille va changer. Et est-ce que, je sais qu'on a évoqué effectivement un certain nombre de mesures qui sont simples à corriger, mais ce code va changer. Donc, c'est un code qui est basé sur la notion de qewama, de ta'a, donc il y a quand même un référentiel qui est religieux, qui est universel, qui est, enfin voilà, en fonction des constants du Maroc. Mais vous, quelles sont les injustices qui vous choquent et qui doivent absolument changer dans ce nouveau code? Alors, c'est difficile de les citer toutes. Pas toutes, mais je vais vous en citer quelques-unes, effectivement, qui me choquent beaucoup. Vous savez, il y a quelques articles, 57, 58, 59. Imaginez un couple fiancé qui... la fiancée tombe enceinte. Et donc, l'acte de mariage est fait après le début de la grossesse. Il se marie ensuite. L'enfant est reconnu par le père, il n'y a pas de souci. Quand il y a un problème dans le couple et que monsieur veut divorcer, il peut demander l'annulation du mariage. Et qui dit annulation du mariage, ça signifie qu'elle n'a aucun droit, même dès que les petits droits qu'elle a. Et la paternité aussi est remise en question? La paternité est reconnue. Mais lui ne court aucun risque. Mais elle, imaginez un peu l'humiliation. C'est une humiliation, oui. Ça, c'est juste impossible. Et c'est des choses qui arrivent, qui sont fréquentes? Ah oui, ça arrive. Et même j'ai eu en face de moi des femmes avocates qui ont utilisé ces articles quand elles défendent les hommes. Il y en a beaucoup qui défendent les hommes? On est obligé. Vous savez, moi, parfois, l'homme se dépêche de venir chez moi parce qu'il préfère que ce soit lui que sa femme. La deuxième chose qu'il faudrait vraiment trouver une solution, aujourd'hui, on vit plus longtemps qu'avant. Vous avez donc des couples qui ne divorcent qu'une fois les enfants adultes, majeurs. Donc, parce que normalement, que donne le mari ou le père? Le mari, en cas de divorce, donne 3 mois de pension et une pension pour les enfants. Jusqu'à l'âge de 18 ans. La pension de la femme dure 3 mois, uniquement. C'est tout. Voilà. Donc, ça veut dire que lorsque les enfants sont majeurs, une femme qui a vécu avec un homme pendant toute une vie, et ils se séparent, parfois ils se séparent parce que c'est lui qui veut partir en plus, eh bien, il n'a que 3 mois de pension à lui verser. Et donc, ce sont des femmes qui ne savent pas où aller. C'est pour ça que vous êtes un peu contre cette idée de divorce pour certaines femmes. Vous dites qu'on n'a rien à y gagner. Oui, absolument. Alors, j'y arrive. L'autre chose qui m'a choquée, et il faudrait vraiment revenir là-dessus, c'est que, pour une fois, le Code de la famille avait pensé à une indemnité compensatoire. La Cour de cassation est revenue dessus en disant que si c'est la femme qui demande le divorce, elle n'y a pas droit. Enfin, il y a eu un travail, il y a eu une éducation, il y a eu... Voilà. Il y a eu un avenir. Alors ça, par exemple, c'est une jurisprudence, ce n'est pas une loi. Donc pourquoi cette jurisprudence? Donc vous voyez, alors moi je pense que d'abord, la pire période pour les couples qui divorcent, c'est entre le moment où la décision est prise et le moment où le divorce est prononcé. Je prends un exemple, par exemple en France, ils ont ce qu'on appelle la séparation, c'est-à-dire quand ils décident de ne plus rester ensemble, le juge statue et organise la séparation. Chez nous, c'est une période de flottement qui peut durer longtemps, parce que parfois... Donc on ne peut pas quitter le domicile, sinon on peut... non. Et qui trinque, ce sont les enfants, bien sûr, la femme. Et donc, je me dis, d'une part, peut-être
que dans la réflexion sur la révision du Code de la famille, il faudrait peut-être l'aborder à partir des intérêts des enfants. Moi, je suis persuadée de ça. Et justement, pour l'intérêt des enfants, divorcer pour divorcer, ça dépend. Il faut peut-être avoir des assistantes sociales qui aident les couples, parce que parfois, on divorce pour pas grand-chose au Maroc. Et de nos jours, ce n'est pas simple. Pour sa dignité, parfois, aussi. Oui, mais je ne dis pas le contraire, bien sûr. Mais on y laisse des plumes. Mais voilà, les femmes s'appauvrissent, la plupart des femmes. Je ne parle pas de celles qui ont les moyens, je parle du grand nombre. Bien sûr. Alors, est-ce qu'il n'y a pas un travail d'assistante sociale à mettre en place? Est-ce que ça existe dans les autres pays? Donc, si vous voulez, si on veut vraiment protéger la famille, puisque la famille, dans notre religion et dans notre culture, représente la cellule de base, etc., eh bien, mettons les moyens, non pas pour pousser les gens à divorcer, mais pour sauvegarder la famille autant que possible. Et les intérêts. Voilà. En tout cas, Houria, cette émission touche à sa fin. C'était un débat passionnant, mais ça passe très vite. Ça passe vite, Donc, oui. je vous adresse ma dernière question. Qu'est-ce que pour vous la liberté? Waouh. La liberté, vous savez, la liberté d'abord, est-ce que c'est d'un point de vue philosophique, légal, d'un droit naturel? Qu'est-ce que pour moi la liberté? Écoutez, la liberté pour moi, c'est que je suis plus libre que ma maman, Allah yarhamha. Déjà. À quel niveau? Parce que vous êtes autonome? Au niveau, oui, parce que je suis autonome. Je ne dis pas que ça lui a coûté... Elle était heureuse dans sa vie. Mais n'empêche, à partir de mon regard à moi, je considère que j'ai plus de liberté parce que j'ai pu faire des études, choisir mes études, choisir mon métier. Maintenant, nous sommes dans un cadre légal et institutionnel et avec un code pénal qui est ce qu'il est. Alors, est-ce que vraiment on est libre à 100% Non, mais on est quand même assez libre. On est sur la bonne voie. Voilà. On travaille pour ça. Je suis optimiste. Moi aussi. Je suis sûre qu'on va finir par y arriver. Voilà. En tout cas, Houria Tiazi Sadek, merci beaucoup d'avoir accepté de venir à cette émission et j'espère qu'on aura l'occasion de revenir sur certains thèmes, parce que là, c'est l'actualité. Il n'y a pas de souci. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes professeure, avocate, experte juridique dans les questions d'environnement et de développement durable, en particulier dans le domaine de l'eau. Vous êtes également présidente du CRDH de Rabat Salé Kenitra et que vous militez pour un droit à l'eau, pour tous, mais aussi pour tous les droits, tous les autres droits, et en particulier pour la dignité des femmes et pour sauvegarder les intérêts de la famille telle qu'on la conçoit aujourd'hui. Bien sûr, quand c'est possible. En tout cas, merci encore. Merci à vous. Quant à vous, chères téléspectatrices et chers téléspectateurs, cette émission est à présent terminée. Je vous remercie de l'avoir suivie et je vous donne rendez-vous semaine prochaine, même heure, même endroit. Bonne continuation des programmes sur M24.